d'investigation depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à chercher la vérité, à révéler des affaires de corruption, à dénoncer l'injustice et à rassembler des preuves. Je vous présente aujourd'hui mes chroniques criminelles. La mort d'une mère est un drame terrible, d'autant plus lorsqu'elle advient dans des circonstances suspectes et qu'elle laisse derrière elle une petite fille de 9 mois. Comment lui expliquer ce qui s'est passé lorsqu'elle sera grande? Je pense que cet enfant a le droit de connaître la vérité. Pour elle, nous commençons cette enquête par un appel à la police. Where is your emergency? Well, I need help. I'm at Eagle Creek. Okay, and what's going on there? My girlfriend fell off the cliff. Nous sommes le 16 mars 2009. Il est 18h09. L'homme au téléphone s'appelle Steve Nichols. Il a 32 ans. And I hike back. I'm in my car. Quelqu'un fait le clap? Merci, Steve. J'imagine que c'est difficile pour vous de parler de ça. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à la standardiste de la police? Non. Je ne me souviens même pas de les avoir appelés. Je ne sais plus comment je suis revenu à ma voiture. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette journée. You're at the Eagle Creek trailhead right now? Yeah. À l'est de Portland, Eagle Creek est situé dans les gorges du fleuve Columbia. Un endroit où les randonneurs peuvent profiter des beautés de la nature sur des chemins de montagne réputés dangereux. Le sentier d'Eagle Creek, en particulier à cet endroit, est plutôt étroit. Je dirais 1,50 m, 1,80 m de large. Il y a un câble sur le flanc de la montagne et un précipice de 60 mètres de l'autre côté. And where on the trail did she fall? I don't know. I think about a mile off. À quoi pensiez-vous? J'étais en panique. Aidez-moi, venez la sauver. Steve affirme qu'en essayant de secourir sa petite amie, il est tombé dans les eaux glacées du fleuve. I hiked down and got her. I don't know if I Okay. suffered from hypothermia. I'm freezing. Would you please send someone? J'étais épuisé et j'étais mort de froid. Je n'avais jamais eu aussi froid. Okay, so she fell off of the trail down a cliff, and then you went down the cliff and brought her back up onto the trail? No, she's dead. Vous étiez sûr qu'elle était morte? Oui. La compagne de Steve s'appelle Rhonda Casto. Elle a 23 ans. Ils sont ensemble depuis 4 ans et ont une petite fille de 9 mois. La mère de votre enfant est là, morte. Qu'avez-vous ressenti? Tout un tas d'émotions. Comment ça a pu arriver? Now, Steve, I know that this is a difficult question for you, but what makes you think that she was definitely deceased? I don't know for sure. I stayed with her for about an hour and a half, and I gave her mouth to mouth, and Okay, was she breathing when you left her? no. Do you know if she had a pulse? No, I don't think so. Steve, we have an officer that's on his way, okay? 17 minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux. Steve est interrogé par le chef des pompiers de Cascade Locks, Jeff Preacher. Il lui répète ce qu'il a dit à la standardiste. Rhonda est morte. Il a dit qu'elle avait glissé et qu'elle était tombée dans le ravin, qu'il était descendu pour l'aider. Elle était dans l'eau, il l'a sortie de l'eau, elle ne respirait plus et il a essayé de la ranimer. Des pluies récentes ont rendu le terrain glissant. La chute d'une randonneuse n'a donc rien de surprenant. Mais quand on lui a demandé de nous raconter ce qui s'était passé, il était très calme. Il me parlait, mais sans me regarder, comme si je n'étais pas là. Je lui ai dit que j'étais frigorifié. C'était mon premier souci. Ça nous a paru bizarre. Bien sûr, les gens réagissent différemment quand ils sont choqués. Mais en général, il y a un niveau de panique un peu plus élevé que ce qu'on a pu constater dans le comportement de cette personne.
Certains pourraient dire que vous aviez l'air indifférent. Je ne suis pas un grand émotif. Je me laisse rarement déstabiliser. Je ne montre pas mes émotions. Je ne suis jamais ni très triste ni très gai. Mais vous n'avez demandé à personne de venir vous aider à sauver Rhonda. Ça peut paraître abject ou cruel, mais si moi je suis frigorifié et que l'autre personne est morte, il est normal de s'inquiéter en premier lieu de celui qui est en hypothermie. On s'occupera ensuite de la personne décédée. C'est comme ça que je vois les choses. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait. La réponse est peut-être à chercher du côté de Rhonda. Cadette d'une fratrie de 4 enfants, Rhonda Casto est une étoile montante dans le milieu du mannequinat de Portland. Et une mère dévouée pour sa petite fille. Parlez-moi de votre fille. Comment était-elle? Rhonda avait du charisme. Elle était belle, gentille, ouverte. C'était une enfant parfaite qui adorait passer du temps avec moi. On faisait plein de choses ensemble, tout le temps. Rhonda et moi étions très proches. C'était ma meilleure amie. C'était mon rayon de soleil. Dans votre vie, vous aurez une poignée de personnes qui s'intéresseront vraiment à vous, vous aimeront vraiment et auront votre bien-être à cœur. Rhonda était l'une d'elles. Au fil des ans, Rhonda aura de nombreux prétendants. Mais c'est par le biais de sa mère qu'elle rencontre Steve pour la première fois. 5 ans avant le drame, Steve poste une annonce pour la location d'une chambre dans son appartement. Et Julia, alors à la recherche d'un logement, y répond. Quelle a été votre première impression? Il avait de l'humour. Il aimait les activités de plein air, la nature. Ça m'a plu. On s'est très bien entendus. Steve a 29 ans. Il est récemment divorcé. Julia s'installe chez lui et, impressionnée par son nouveau colocataire, elle lui présente sa fille. Un jour, on a frappé à la porte de ma chambre, j'ai dit « Entrez » et c'était Rhonda. Quelle a été votre première impression quand vous l'avez vue? Oh bon sang. Comme on dit, j'ai la langue qui s'est déroulée jusqu'au sol. Je n'avais jamais vu une femme aussi belle. Et c'est elle qui m'a tendu la main pour me saluer. Ça m'a vraiment impressionné. J'ai vu tout de suite qu'elle avait beaucoup d'assurance. En dehors de l'aspect physique, j'ai un faible pour les femmes qui sont sûres d'elles. Et c'était son cas. Il avait un bon travail, il était trader. Il gagnait beaucoup d'argent. Elle devait commencer à envisager d'avoir un enfant et de se marier avec quelqu'un qui ferait un bon père. Et il avait le profil idéal. Rhonda a grandi dans une famille désargentée. Dès le début de leur relation, Steve fait tout pour l'impressionner avec de somptueux cadeaux. Presque tout de suite, il lui a offert un bracelet en diamant. Il devait valoir au moins $2000. Très vite, Rhonda s'installe avec Steve. Vous faisiez quoi ensemble? On jouait au frisbee, au tennis, on faisait de la randonnée. Le couple s'installe dans un nouvel appartement acheté par Steve. Et 2 ans plus tard, ils ont une fille, Annie. Il parlait de se fiancer. C'était du sérieux? Oui, elle voulait se marier. Ils avaient eu un enfant et elle voulait une relation sûre et stable. Et elle espérait que Steve ferait sa demande au cours de leur randonnée à Eagle Creek. Elle m'avait dit en plaisantant qu'il allait soit la demander en mariage, soit la tuer ce jour-là. 20 minutes après avoir appelé la police, Steve est à l'entrée du sentier et raconte ce qui s'est passé à la police. Pendant ce temps, Jeff Preacher se dirige vers le lieu de l'accident dans l'espoir que Rhonda soit toujours en vie. L'objectif était d'aller voir si cette personne avait besoin d'aide. Mais ce qu'il découvre dans la forêt va bouleverser à tout jamais la vie des proches de Rhonda Casto. Le 16 mars 2009, Steve Nichols et sa petite amie Rhonda Casto font une randonnée à Eagle Creek, dans les gorges du fleuve Columbia.
Pendant que la mère de Rhonda garde leur fille de 9 mois, le couple emprunte un sentier que la jeune femme connaît bien. Parlez-moi de cette randonnée avec Rhonda. Elle a couru presque tout du long. Elle avait une serviette qu'elle tenait derrière elle, et quand elle courait, elle faisait comme si c'était Superwoman. Est-ce que vous lui avez demandé de vous attendre? Je lui ai dit de ralentir, parce qu'elle courait. Elle courait dans la montagne. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Alors, je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir continuer. Et elle m'a répondu, « Avant, je venais ici pour fumer de l'herbe, tout ira bien. » Vous pensez qu'elle avait fumé? Oui, À cause de son comportement? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? son comportement. Vous n'avez pas essayé de la retenir, de l'aider, quand vous avez compris qu'elle était en train de courir sur un sentier très dangereux? Je sais. C'est idiot. Steve raconte à la police que vers 15h20, il se trouvait à environ 10 mètres derrière Rhonda au moment de l'accident. Je suis arrivé à un virage, je l'ai vue tomber, et j'ai commencé à appeler au secours immédiatement. Mais il n'y a personne alentour pour entendre ses cris. À quoi pensiez-vous alors? À l'aider. C'était tout ce que j'avais en tête. Vous pensiez qu'elle avait survécu à la chute? Je n'en avais aucune idée. Steve met 1 heure pour descendre dans le ravin. Une fois en bas, il trouve Rhonda au bord du fleuve. Je ne sais plus comment j'ai fait, si j'ai marché, si j'ai rampé, mais je sais que je suis arrivé jusqu'à elle. Qu'avez-vous vu? L'os de sa jambe ressortait complètement. Vous lui avez pris le pouls pour voir Oui. si elle était en vie? Non, elle était... Je n'ai pas suivi de formation en premier secours, mais je lui ai fait du bouche à bouche, un massage cardiaque, mais il n'y avait plus rien. Elle était morte et... Je me suis endormi sur elle. Vous vous êtes endormi? Oui, j'étais épuisé et frigorifié, je n'avais plus aucune énergie. Et j'ai posé ma tête sur sa poitrine et je me suis endormi. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai dormi. Je n'avais pas de téléphone portable. Je l'ai embrassé, je lui ai dit « je t'aime » et je ne sais plus comment je suis revenu à la voiture. Environ 1h30 plus tard, à 18h09, Steve regagne sa voiture et appelle la police. À 19h, il finit sa déposition et est confié à des ambulanciers qui le conduisent à l'hôpital pour soigner son hypothermie. Cela fait maintenant 40 minutes que le chef des pompiers, Jeff Preacher, fouille la forêt. Finalement, à environ 1,5 km du parking, il trouve Rhonda. Elle était recroquevillée autour d'un rocher. Elle avait une fracture ouverte à la jambe. Son jean était déchiré. Et elle était froide. Elle était là depuis longtemps. Elle était morte. Il n'y avait aucun doute. Mais 3 détails attirent son attention. D'abord, le corps se trouve à 15 mètres de la rivière, sur une pente raide. J'ai trouvé ça bizarre. Si vous sortez quelqu'un de l'eau et que vous le ranimez, vous le faites juste là, au bord de l'eau. Ensuite, le corps de Rhonda est replié et face contre sol. Si vous faites un massage cardiaque à quelqu'un, vous ne le mettez pas sur le dos pour le replier ensuite. Il a dit qu'il lui avait fait du bouche à bouche. Je trouve ça très difficile à croire. Et enfin, il n'y a aucune trace de pas menant jusqu'au corps. Ça se serait vu si quelqu'un d'autre avait été là. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune trace, elle n'avait pas l'air d'avoir été déplacée. Quelque chose clochait. On a compris tout de suite qu'il allait s'agir d'une enquête criminelle. Pendant ce temps, à 40 km de là, la mère de Rhonda, Julia Simmons, berce sa petite fille pour essayer de l'endormir. Mais elle est inquiète. Pourquoi n'a-t-elle pas de nouvelles de Rhonda et Steve? Ils auraient déjà dû être rentrés. Quand avez-vous commencé à vous inquiéter? Le soir même, quand j'ai essayé de la joindre, en vain. Elle aimait tellement Annie que je me disais qu'elle allait appeler pour prendre de ses nouvelles. Et puis plus le temps passait, plus je m'inquiétais de ne pas avoir de réponse quand j'appelais.
Puis, elle a la surprise d'entendre quelqu'un frapper à sa porte. Elle ouvre et se retrouve face à un agent de police et une femme aumônier. Elle m'a demandé de m'asseoir et m'a dit « Votre fille ne reviendra plus ». C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à une mère. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. C'était horrible. Une partie de moi est partie avec elle quand elle est morte. Il me manquera toujours quelque chose. J'ai failli vomir. Je me suis effondré par terre, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Encore sous le choc de la nouvelle, la famille de Rhonda s'accorde sur un point. On leur a dit qu'on pensait que c'était Steve qui l'avait poussée. Ce n'était pas un accident. Comment les policiers ont-ils réagi quand vous leur avez dit ça? Ils étaient très intéressés par ce qu'on avait à dire et ils ont pris beaucoup de notes. Les membres de la famille révèlent alors aux policiers avoir eu exactement la même conversation avec Rhonda avant qu'elle ne parte pour cette randonnée. Elle avait dit à ma mère et à ma sœur « Il va me demander en mariage ou me jeter du haut d'une falaise sur le ton de la plaisanterie. » Tandis que la police continue d'interroger la famille, Steve se gare devant la porte. Pourquoi êtes-vous allé chez Julia? Je voulais récupérer ma fille. Quand Steve est arrivé, vous lui avez dit ce que vous aviez sur le cœur? Ils m'ont retenu. Les policiers m'ont empêché de lui parler parce qu'ils savaient que j'étais en rage. L'agent chargé de garder Steve à l'extérieur de la maison décide de l'informer de ce que raconte la famille de Rhonda. Rhonda a dit ceci à plusieurs membres de sa famille avant la randonnée. Steve va soit me demander en mariage, soit me pousser de la falaise. Pourquoi a-t-elle dit ça? C'est simple, je pense qu'elle n'a jamais dit ça. Elle l'aurait dit à plusieurs personnes. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il le répète à quelqu'un d'autre, et tout le monde finit par croire qu'il l'a entendu de votre bouche. C'est comme ça que naissent les rumeurs. Rhonda a également dit à sa famille, s'il m'arrive quelque chose, ce sera à cause de Steve. Pourquoi se sentait-elle menacée par vous? Je réitère ma réponse. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça. La police a demandé à Steve Nichols ce que faisait le couple sur ce sentier. Et il a répondu qu'il était allé là-bas pour faire sa demande en mariage. On lui a alors demandé où était la bague, parce que Rhonda n'en portait pas. Steve Nichols a palpé ses poches et déclaré qu'elle avait dû tomber dans l'eau. La police ne sait plus qui croire. Elle demande à Julia de garder la petite Annie pour la nuit et dit à Steve de rentrer chez lui. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne l'embarquait pas. Pourquoi elle ne l'emmenait pas au poste pour l'interroger, au lieu de le laisser partir. La police lui assure que l'enquête sur la mort de sa fille ne fait que commencer. Mais un sombre secret de famille et un séjour en Chine vont venir entraver la bonne marche de l'investigation. En mars 2009, 2 jours après la mort de Rhonda Casto, son autopsie est terminée et les conclusions sont étonnantes. Il n'y a aucune trace de coup sur la tête ou de suffocation. Cause de la mort, blessure due à une chute. En dépit des conclusions du coroner, les proches de Rhonda sont toujours convaincus que Steve Nichols ment à propos de ce qui s'est passé sur le sentier. Et pour les aider à le prouver, ils se font aider par une enquêtrice judiciaire, Dardie Robinson. Y avait-il des substances chimiques dans l'organisme de Rhonda? Il y avait de légères traces de cannabis, mais qui n'ont pas eu d'effet notable. Elle était en pleine possession de ses moyens. Mais le rapport d'autopsie soulève une question sur l'état mental de la victime. Les résultats de l'autopsie montrent que Rhonda prenait des médicaments pour la dépression. Oui, et son corps contenait la dose thérapeutique normale. Steve met à profit cette information pour élaborer sa propre théorie concernant la chute de Rhonda. Il est possible qu'elle se soit suicidée. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Elle a fait une DPP, c'est comme ça qu'on dit? Dépression postpartum. Je crois que personne n'a jamais su à quel point elle en souffrait chaque jour. Elle n'a pas fait de dépression postpartum. Il ment.
Elle prenait du clonazepam pour l'anxiété. Elle était mannequin, mère d'un magnifique bébé. Elle avait la vie devant elle. Non, elle n'était pas suicidaire. Mais ce n'est pas à cause de l'état mental de Rhonda que la police s'intéresse de près à Steve. 10 jours après sa chute fatale, il essaie de récupérer le capital d'une assurance vie d'1 million de dollars qu'il a contracté seulement quelques semaines auparavant. La police voulait savoir pourquoi il avait contracté cette assurance à ce moment-là. Rhonda m'avait dit qu'ils allaient faire des prises de sang et je lui avais demandé pourquoi. C'était pour une assurance vie. Et je lui ai dit, pourquoi tu prends une si grosse assurance vie? C'est bizarre. Quand la police a voulu l'interroger, Steve a pris un avocat et a cessé de coopérer. Vous pensez que Steve a tué Rhonda pour l'argent? Oui. Il avait perdu beaucoup d'argent l'année précédente, vers novembre-décembre 2008. D'après Julia, Rhonda ne voulait pas de cette assurance vie. Steve prétend le contraire. Elle savait que vous aviez contracté une assurance? C'était son idée. Elle a insisté. Je veux prendre une assurance vie, s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux laisser quelque chose à ma fille. Vous avez tué Rhonda pour l'argent? Question idiote. Votre réponse? Vous connaissez la réponse. Je ne vous le demanderai pas. Ça me paraît idiot de demander, sans vouloir être grossier. Je n'ai jamais fait de mal à Rhonda. Je ne l'ai pas tuée. Vous pouvez poser la question de toutes les manières que vous voudrez, mais... Avez-vous tué Rhonda? Non. Non? Non. Je n'ai pas tué Rhonda. Malgré les dénégations de Steve, la police n'est pas convaincue. Elle ordonne donc le gel du capital de l'assurance vie en attendant la fin de l'enquête. Et lorsque les enquêteurs creusent un peu plus dans l'intimité du couple, ils découvrent que tout n'était pas rose. Ils se disputaient souvent, il l'insultait, il la dénigrait. Ils en étaient arrivés à une hostilité ouverte entre eux. Ils ne faisaient même plus semblant d'être polis ou d'avoir de l'affection l'un pour l'autre. Lors de votre enquête, il y a une dispute en particulier qui est ressortie? Oui, une fois il l'a poussée dans les escaliers. Elle avait pris des photos de ses contusions. Rhonda m'a envoyé des photos de ses hématomes. Ils n'étaient pas bleu-noir, ils étaient rouges, comme si on l'avait fouetté. Vos disputes ont-elles déjà donné lieu à des violences? Non. Vous ne l'avez jamais frappée? Non. Vous n'avez jamais frappé une femme? Je n'ai jamais été violent physiquement avec une femme. Jamais. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je suis très pacifique. Steve dit qu'il n'est pas violent et qu'il n'a jamais frappé personne. Et surtout pas votre fille. Eh bien, il ment. Mais la famille de Rhonda a des photos de ses hématomes résultant de cette chute. C'est étrange. J'ai vu la fameuse photo de ces hématomes. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est qu'elle s'était fait opérer de l'épaule. C'est de là que viennent les hématomes. De l'opération. En poursuivant son enquête, la police découvre que Steve a déjà été marié et qu'il a eu une altercation très violente avec son ex-femme. D'après la déposition recueillie par la police, Steve et son ex-femme ont commencé à se disputer et il a essayé de l'étrangler. Ils se sont retrouvés sur le balcon et il a essayé de la pousser par-dessus la rambarde. C'est la nounou qui les a séparés. Elle a donc déclaré que Steve avait essayé de la tuer en la poussant du balcon. Son ex-femme dépose une main courante, mais Steve ne sera jamais inquiété. En quoi cet incident est-il significatif? Il montre un type de comportement récurrent. Si vous avez fait quelque chose une fois, il est probable que vous le referez. Là encore, la version de Steve est différente. Votre nounou a déclaré à la police que vous aviez traîné votre femme jusqu'au balcon au 7e étage et que vous avez essayé de la pousser par-dessus la rambarde. Non, c'est faux. Rien de tout ça n'est vrai. C'est un mensonge. Quelle partie? On s'est disputé, c'est vrai. L'avez-vous traîné jusqu'au balcon? Non. L'avez-vous suspendu à moitié dans le vide? Non, pas du tout. On était sur le balcon, mais elle allait bien. Donc, vous pensez que la nounou et votre ex-femme ont menti toutes les deux? Bien sûr.
Le rapport de police et l'éventuel témoignage de l'ex-femme de Steve Nichols ne sont que des preuves indirectes, qui ne suffisent pas pour l'inculper de meurtre. Dans les mois qui suivent, aucun élément nouveau ne vient relancer l'enquête, qui se retrouve au point mort. Jusqu'à ce que Julia décide de révéler un secret de famille choquant. Steve Nichols a couché avec la petite sœur de Rhonda, Melanie. Quel âge avait Melanie quand la relation a commencé? Elle devait avoir... En 2006, elle avait 15 ans? 15-16 ans. Oui. Comment avez-vous découvert qu'elle couchait avec Steve? Elle nous l'a dit, à moi et Rhonda. Au début, Julia ne croit pas ce que Melanie lui raconte. Elle a cru qu'elle disait ça juste pour briser leur couple. Pourquoi n'avez-vous pas cru votre fille quand elle vous a dit qu'elle couchait avec Steve? Vous savez, j'ai envie de dire que c'est parce que j'étais naïve et que je ne pensais pas qu'il était à ce point dangereux. Une décision que Julia regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Il aurait pu être inculpé pour viol si j'étais allée voir la police. Quant à Steve, il a toujours nié les faits face aux médias, jusqu'à aujourd'hui. Quand vous avez commencé à fréquenter Rhonda, étiez-vous aussi attiré par sa sœur Melanie? Je n'ai rencontré sa sœur que 3 mois plus tard. Et vous avez couché avec elle? Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas. C'était une décision idiote. Vous saviez que c'était illégal avec une mineure. Oui, je sais que c'est illégal dans l'Oregon. Mais vous l'avez fait quand même. Exact. Steve Nichols tombe sous le coup d'une autre inculpation. Cette révélation met au jour un nouveau mobile pour le meurtre de Rhonda. Après la mort de Rhonda, qu'a dit Steve à Melanie? Il a dit à Melanie qu'elle et sa sœur se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et que le bébé oublierait sa mère en peu de temps et qu'ils pourraient former une famille, tous les 3. Tout cela pourrait faire penser que vous avez tué une sœur pour être avec l'autre. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Certains croiront que je suis innocent, d'autres que je suis coupable. Donc, croyez ce que vous voulez. Vous pensez qu'il a tué Rhonda pour être avec Melanie? Je pense qu'il a tué Rhonda pour l'argent et pour être avec Melanie. Et qu'il pensait s'en tirer. La police trouvera-t-elle suffisamment de preuves pour inculper Steve pour meurtre? Les enquêteurs ont un plan. Ils ont essayé de le piéger. Tandis que Steve tente de s'enfuir. Je voulais laisser tout ce qui s'était passé aux États-Unis derrière moi. Pour la police du comté de Hood River, au printemps 2009, l'investigation sur la mort de Rhonda Casto n'a vraiment rien d'une enquête de routine. Dans l'espoir de découvrir si son petit ami Steve Nichols a provoqué sa chute, les enquêteurs ont décidé de demander l'aide de Melanie, la sœur de la victime. Ils se sont servis d'elle pour essayer de piéger Steve Nichols et essayer de lui faire avouer au téléphone ce qu'il avait fait. Elle l'a appelé et a commencé à lui parler de leur précédente rencontre, quand ils ont couché ensemble. Mélanie a essayé de faire dévier la conversation sur leur liaison qui a eu lieu alors qu'elle n'avait que 15 ans. Vous saviez que la police avait enregistré vos conversations avec Melanie après la mort de Rhonda? Non. Vous ne le saviez pas? Non. Je ne sais pas s'il se doutait de quelque chose, mais il n'a jamais rien dit qui puisse l'incriminer. Malgré les efforts de la police, 2 années s'écoulent sans résultat probant. Le procureur informe donc la famille de Rhonda qu'en se basant uniquement sur les preuves à sa disposition, il ne peut engager de poursuite. C'était vraiment rageant, parce qu'ils ne nous prenaient pas au sérieux et qu'ils laissaient un meurtrier impuni. J'étais très en colère. Durant les 3 années suivantes, Steve a la garde de sa fille Annie et n'autorise personne de la famille de Rhonda à la voir. Entre ses 18 mois et ses 4 ans, je ne l'ai pas vue, parce qu'il l'a emmenée. Vous avez essayé? Oui, j'ai essayé de la voir, mais il m'en a empêché. Vous avez coupé les ponts avec la famille de Rhonda? Oui. Complètement. Oui. Et vous êtes parti en Chine? Oui. Pourquoi la Chine?
Je voulais laisser tout ce qui s'était passé aux États-Unis derrière moi. J'étais toujours sous le choc de la perte de sa mère. Je ne voulais plus y penser. Donc je me suis dit que j'allais m'installer en Chine et faire une croix sur le passé. En 2014, Dardy Robinson et la nouvelle substitut du procureur décident de réexaminer toutes les preuves incriminant Steve. Notamment l'assurance vie d'1 million de dollars et sa relation illicite avec Mélanie. Le procureur convoque un grand jury et celui-ci vote l'inculpation de Steve Nichols pour meurtre. Mais tant que Steve vit en Chine, il est intouchable. Comment fait-on pour inculper quelqu'un qui vit dans un autre pays? On met l'acte d'accusation sous scellé. Et ensuite, on commence à chercher un moyen de faire revenir Steve Nichols de Chine. Qu'ont-ils fait pour le faire revenir aux États-Unis? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un problème avec le visa d'Annie et qu'il a été obligé de revenir dans l'Oregon pour renouveler son visa. Il est tombé dans le panneau? Oui. En février 2015, Steve Nichols atterrit à l'aéroport de San Francisco où sa fille Annie est immédiatement prise en charge par les services sociaux, tandis qu'il est interrogé par la police. Que vous ont-ils demandé? Ils m'ont parlé de la randonnée. L'un d'eux m'a dit, « Si j'avais vécu un accident aussi traumatisant, je me souviendrais de chaque détail. » Je lui ai répondu, « Ok, super, tant mieux pour vous. » Vous vous souvenez de vos réponses? Pas vraiment. Je devais être terrifié parce qu'on m'avait enlevé ma fille. Je suis sûr que je ne pensais qu'à ça. Après l'interrogatoire, Steve Nichols est placé en détention provisoire et inculpé d'homicide volontaire. Il doit également répondre de sa relation sexuelle avec une mineure. Vous vous imaginiez passer le reste de votre vie en prison? Ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, non, c'est impossible. Mon avocat m'a dit que s'il y avait ne serait-ce que 2 jurés avec un minimum de rigueur scientifique et qui ne se laissaient pas guider par leurs émotions, je ne pouvais pas perdre. L'accusation va devoir présenter un dossier solide. Il faut rassembler toutes les pièces. C'est le genre d'affaire où il n'y a que des preuves indirectes. Dès l'audience préliminaire, l'accusation se trouve confrontée à un obstacle. Le juge refuse que soit mentionné le témoignage de l'ex-femme de Steve Nichols à propos de ce qui s'est passé sur le balcon. Le juge a dit que c'était trop tendancieux. Si un juré entendait dire qu'il avait essayé de jeter sa première femme d'un balcon, il serait convaincu de sa culpabilité. Mais c'était le but. Ce qu'il a fait là-bas ressemble beaucoup à ce qu'il a fait ici. On a eu affaire à un juge qui, selon moi, a pris de mauvaises décisions. Ça nous a mis des bâtons dans les roues. Pour renforcer son dossier, l'accusation cherche donc à établir la preuve que Rhonda a bien été poussée. Vous avez aidé la police à faire une expérience sur ce sentier. En quoi ça consistait? On a essayé de reconstituer la scène. J'ai donc commandé quelques mannequins de la taille et du poids de la victime. On les a habillés de la même manière. On a fait des simulations pour voir si elle était tombée ou si elle avait été poussée. Quand on laisse simplement tomber le mannequin dans le ravin, il atterrit quelques mètres en retrait de l'endroit où le corps a été retrouvé. On a fait plusieurs essais pour voir quelle était la poussée nécessaire pour envoyer une personne de ce poids jusqu'à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Quelles ont été les conclusions? La conclusion, c'est qu'il fallait une forte poussée pour que le mannequin atterrisse à l'endroit où elle avait été retrouvée. Il a fallu pousser violemment. C'est horrible de se dire que c'est arrivé à quelqu'un. C'était glaçant, parce que c'est ce qu'elle avait vécu. Vous pensez que cette expérience a contribué à prouver que Rhonda avait été poussée?
Sans aucun doute. Mais la défense présente un témoin surprise, un expert judiciaire avec un avis totalement opposé. La police a commis une grosse erreur lors des simulations. Elle a mal identifié l'endroit où le corps a atterri. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour analyser les photos couleurs qui nous ont été fournies et conclu qu'elle s'était trompée de près de 15 mètres. Quand je regarde la vidéo des simulations avec le mannequin, les 3 questions auxquelles j'essaye de répondre sont: les conditions sont-elles identiques? Le mannequin est-il une réplique fiable du corps humain? Et leurs conclusions sont-elles en accord avec les données relevées? D'après ces simulations, qu'on ait laissé tomber ces mannequins ou qu'ils aient été lâchés dans une certaine direction ou poussés par 3 hommes de toute leur force, ils ont tous atterri dans un rayon de 1,50 m les uns des autres. Et ils ont tous atterri à environ 3 mètres de l'endroit où Mademoiselle Casto est tombée. C'est ma conviction intime et professionnelle que la méthode supposément scientifique utilisée par l'accusation lors de ces simulations avec des mannequins ne permet en aucun cas de déterminer si Mademoiselle Casto a été poussée, lâchée dans le vide ou si elle a glissé. Après avoir analysé l'accident et pratiqué également quelques tests, nous en sommes arrivés à la conclusion que la théorie la plus crédible en termes scientifiques est que la victime a glissé sur le sentier. Mon opinion est que la chute de Mademoiselle Casto est le résultat d'un terrible accident. Le dossier de l'accusation est fragilisé. Steve risque-t-il d'être relaxé? Le juge prend une décision inattendue. Il demande aux 2 parties d'éviter le procès et de passer un accord. Il n'y aura donc pas de jury pour décider s'il a menti. Tout ce temps passé, tout ce travail, toutes ces preuves réunies ne seront jamais entendues. Le procureur m'a appelé et m'a dit qu'il voulait passer un accord. J'étais en colère. Je lui ai dit, vous allez passer un accord avec lui? Il ne l'a pas mérité. Cette affaire n'aurait jamais tenu devant un tribunal parce que l'accusation n'avait aucun élément de preuve solide pour établir, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Nichols avait poussé Mademoiselle Casto dans le ravin en contrebas de ce sentier. L'homicide volontaire a été abandonné. Oui. Au profit de? Homicide par négligence, passible également de prison. Steve accepte de passer un accord. Il plaide coupable de 2 chefs d'accusation. Homicide par négligence et coercition. Vous avez plaidé coupable d'homicide par négligence, ce qui veut dire que vous admettez être responsable de la mort de Rhonda. Dans quelle mesure étiez-vous responsable? J'aurais dû la ramener. Dès le début de la promenade, quand j'ai compris qu'elle n'allait pas bien. J'étais dans le déni jusque-là parce que c'était trop douloureux. Vous pensez donc avoir causé sa mort? C'est un peu idiot, mais je pourrais comparer ça à un barman qui rend ses clés de voiture à un client visiblement ivre et que ce client prend le volant et se tue sur la route. Est-ce que vous tenez le barman responsable? C'est comme ça que je vois les choses. J'ai laissé Rhonda continuer la randonnée et c'est peut-être ma faute. Mais Steve réfute le chef d'accusation de coercition. Je ne l'ai pas forcée. On voulait y aller tous les 2. C'est elle qui marchait devant. On s'amusait bien. Où est la coercition? Mais mon avocat m'a dit, peu importe. Il m'a dit, ce qui compte, c'est que vous ne passerez pas 30 ans en prison. Vous passerez 0 jours derrière les barreaux. Alors pourquoi plaider coupable si vous êtes innocent? La raison principale, c'est que je voulais voir ma fille. Il passe également un accord pour les chefs dont il doit répondre concernant sa relation avec Mélanie. Pour avoir couché avec elle alors qu'elle avait 15 ans, vous avez plaidé coupable de contact sexuel non consenti. Oui, c'était très idiot. Je n'ai pas réfléchi. Et j'en paye le prix. Désormais, Steve est fiché comme criminel sexuel. Pour la mort de Rhonda, le juge le condamne aux 14 mois de réclusion qu'il a déjà effectué en attendant son procès. Steve ressort libéré sur parole, avec 2 crimes inscrits sur son casier judiciaire.
J'étais très en colère et aussi totalement désabusé. Vous voyez, ça ne m'apporte rien de le savoir en prison. Mais je veux que les gens sachent la vérité. Qu'ils sachent qu'il est dangereux. C'est ça qui compte. Ce n'était pas l'issue qu'on espérait. Pour moi, c'est un meurtre. Mais maintenant, il est fiché comme criminel sexuel de niveau 3 et à la moindre incartade, adieu Steve. C'est un meurtre impuni? Je n'ai pas commis de meurtre. Je n'ai pas tué Rhonda. Je ne suis pas directement responsable de sa mort. Je pense qu'il l'a emmenée là-bas en lui faisant croire qu'il allait la demander en mariage. Je pense qu'il avait tout prévu, qu'il connaissait bien ce sentier. Et je pense, et ça me rend terriblement triste que... Pardon. Je pense qu'il a mis un genou à terre comme s'il allait faire sa demande et qu'il l'a poussé dans le ravin. Voilà ce que je pense. Je vous offre la possibilité de vous adresser directement à Julia concernant la mort de sa fille. Que voulez-vous lui dire? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose de plus douloureux dans la vie que de perdre son enfant. Je suis vraiment désolé. Qu'elle ait eu à subir et subisse encore cette épreuve. Voilà. Mais aucune excuse ne pourra effacer le souvenir du jour où Julia Simmons a appris la mort de sa fille. Je voulais tellement être auprès d'elle. Une partie de moi voulait rester avec elle et la tenir dans mes bras toute la nuit, même si elle était morte. C'est normal, c'est votre fille. Tenez. Merci. C'est tellement injuste ce qui lui est arrivé. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire quelque chose pour la sauver. Ou les suivre jusque là-bas pour empêcher que ça n'arrive. Qu'avez-vous envie de dire à Steve? Ce n'est pas fini. Rhonda sera vengée. Et il va payer. Et il n'a pas touché la prime d'1 million de dollars. Si vous pouviez dire quelque chose à Steve, ce serait quoi? Il y a une justice supérieure qui veillera à ce que tu sois puni. En mars 2018, un juge de l'Oregon a ordonné le retrait de l'autorité parentale de Steve sur Annie. Aujourd'hui, la petite fille vit dans une famille d'accueil et se porte bien. L'argent de l'assurance vie de sa mère est placé sur un compte en prévision de son avenir. C'était Maria Elena Salinas. Merci de nous avoir suivis.